Je m'appelle Maggie. J'ai 32 ans. Et au moment où ma mère a secrètement promis mon appartement à ma sœur cadette, l'appartement ne m'appartenait plus. J'ai appris son plan au dîner de Thanksgiving. Je portais 2 assiettes vides vers la cuisine quand j'ai entendu ma mère baisser la voix derrière le mur de la salle à manger. Nous donnerons son appartement à ta sœur cadette. Elle s'en remettra. Mon père a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Puis ma mère a ri comme si elle parlait d'un vieux canapé dont personne ne voulait. Je me suis arrêté pendant 3 secondes. C'était tout ce que je me suis permis. Puis je suis entré dans la cuisine, j'ai rincé les assiettes, j'ai souri quand quelqu'un a complimenté la tarte et j'ai agi comme si je n'avais pas juste entendu ma famille se partager un bien qui ne leur appartenait pas. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Ma sœur avait envoyé 3 photos de cartons de déménagement empilés contre son mur. En dessous, elle a écrit « Presque prête ». Maman dit que tout est réglé. J'ai regardé le message, puis j'ai envoyé un simple pouce levé. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Ma mère non plus. Elle pensait que je me rendais avant même d'avoir pris la peine de me demander. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 4 jours plus tôt, j'avais signé les documents de clôture finaux, transféré mes clés, retiré mes affaires et vendu complètement l'appartement. Au dîner de Thanksgiving, quelqu'un d'autre possédait chaque pied carré que ma mère venait de promettre. Je suis parti sans confronter personne. Le lendemain matin, ma sœur est arrivée avec un camion de déménagement, des cartons et une clé que ma mère lui avait donnée. Elle a crié quand elle a vu qui attendait à la porte. Et ce cri n'était que le début. Avant que je vous dise exactement qui l'attendait et pourquoi ce matin-là a changé ma famille pour toujours, dites-moi d'où vous écoutez et quel temps il fait chez vous aujourd'hui. Cela correspond-il à votre humeur? J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Où que vous soyez dans le monde, j'espère que votre journée est paisible, lumineuse et entièrement à vous. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas confronté ma mère à Thanksgiving, vous devez savoir une chose. La vente de mon appartement n'était pas une décision de colère provoquée par une conversation surprise. La vente était en cours depuis près de 2 mois. J'ai acheté l'endroit 7 ans plus tôt, quand j'avais 25 ans et que je travaillais 12 heures par jour pour une agence de design dans le centre de Denver. Techniquement, c'était un condominium, mais tout le monde l'appelait mon appartement, et l'acte de propriété avait toujours été à mon seul nom. Quand je l'ai acheté, ma mère Karen m'a prêté $15 000 pour les frais de clôture. Elle a mentionné ce prêt pendant des années par la suite comme si elle avait acheté la moitié du bâtiment. Ce qu'elle a oublié de mentionner, c'est que j'ai remboursé chaque dollar avec intérêt en 18 mois. J'avais encore les virements bancaires et le billet signé marqué payé en totalité. J'ai gardé ces dossiers parce que grandir dans ma famille m'avait appris une leçon inconfortable. La gratitude pouvait facilement être traitée comme une propriété permanente. Ma sœur cadette Émilie avait 27 ans. Elle était charmante, sociable et prompte à croire que les problèmes se réarrangeraient d'une manière ou d'une autre autour d'elle. Lorsque son loyer a augmenté cet automne-là, maman a immédiatement commencé à chercher des solutions. Personne ne m'a rien demandé. Au lieu de cela, j'ai entendu des commentaires comme « Tu as beaucoup d'espace. Émilie a besoin de stabilité et la famille devrait aider la famille. » Je les ai ignorés car je me préparais déjà à vendre. On m'avait offert un partenariat avec un studio de design de boutique ailleurs à Denver et je voulais utiliser les fonds propres pour acheter un endroit plus petit plus près du travail et investir le reste dans l'entreprise. Rachel, mon agent immobilier, a discrètement mis l'appartement en vente début octobre. Nous avons reçu une offre solide en 11 jours. L'acheteuse était Dana Ruiz, une architecte qui déménageait de Santa Fe et qui voulait une clôture rapide. L'inspection est passée, le financement a été approuvé. Mes affaires ont été mises en garde-meuble. Le lundi avant Thanksgiving, j'ai signé les derniers documents. La prise de possession était transférée à 9 h le vendredi matin, mais légalement, la vente était complète. L'argent avait été viré et l'acte de propriété était en cours d'enregistrement. Je ne pouvais pas tout annuler parce que ma famille se sentait soudainement en droit de posséder la propriété. Ce mardi-là, Karen a appelé pendant que je travaillais. Elle a demandé nonchalamment si j'utiliserais beaucoup l'appartement après les vacances. La question semblait étrange, mais j'ai supposé qu'elle cherchait des informations sur mon déménagement. Ce soir-là, Émilie m'a envoyé un texto demandant si la chambre ouest devenait trop chaude en été. J'ai demandé pourquoi. Elle a répondu, juste curieuse.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à soupçonner qu'elles discutaient de ma maison sans moi. Je ne savais toujours pas jusqu'où elles étaient allées. Émilie avait déjà donné son préavis pour sa location. Elle avait engagé des déménageurs et changé son adresse sur 2 abonnements. Maman lui avait apparemment dit qu'elle pouvait emménager dans mon appartement après Thanksgiving et s'occuper des formalités plus tard. Pire, j'ai finalement appris que maman avait dit à Émilie qu'elle pouvait payer $600 par mois à la famille jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Le loyer du marché aurait été plus de 3 fois ce montant. Karen avait créé un arrangement de location pour une propriété qu'elle ne possédait pas en m'utilisant comme un propriétaire invisible. Comment pouvait-elle croire qu'elle avait cette autorité? La réponse était douloureusement simple. Pendant des années, j'avais habitué ma famille à croire que le silence signifiait le consentement. J'étais la personne fiable. La personne qui payait le dîner, corrigeait les CV, concevait des pièces gratuitement, gérait les dépenses d'urgence et se plaignait rarement. Chaque faveur avait semblé petite. Ensemble, elles ont créé une version de moi dans l'imagination de ma famille. Maggie s'en chargera. Maggie ne fera pas de scène. Maggie s'en remettra. Cette dernière phrase était exactement ce que j'ai entendu à Thanksgiving. Et étrangement, l'entendre m'a calmé. Avez-vous déjà réalisé que les gens peuvent vous qualifier de facile à vivre uniquement parce que vos limites les dérangeraient? Au lieu d'entrer dans la salle à manger et de donner à ma mère l'occasion de me faire honte ou de transformer ma maison en un vote familial, j'ai décidé de laisser la réalité répondre. L'appartement était vendu. Les clés changeaient de main le vendredi matin. Pour une fois, je ne sauverai personne des conséquences de plans faits dans mon dos. La nuit de Thanksgiving est devenue surréaliste une fois que j'ai compris ce que ma mère et ma sœur croyaient qu'il allait se passer. Je me suis assise à la même table où j'avais mangé depuis mon enfance et j'ai regardé Karen se comporter comme si elle avait accompli quelque chose de généreux. Elle n'arrêtait pas de sourire à Émilie avec cette expression privée que les gens partagent lorsqu'ils gardent un secret agréable. Papa Daniel me regardait à peine. Cela m'a dit qu'il en savait assez pour se sentir mal à l'aise, même s'il n'avait pas créé le plan. Au milieu du dîner, Émilie a mentionné vouloir prendre un nouveau départ avant décembre. Maman a immédiatement dit, parfois, une porte s'ouvre exactement quand on en a besoin. Personne ne m'a regardé directement, ce qui a en quelque sorte aggravé la situation. Il parlait de ma propriété dans un langage codé tout en s'attendant à ce que je reste inconsciente. Une partie de moi voulait poser ma fourchette et dire, quelle porte? Celle que Dana Ruiz possède maintenant? Mais j'ai continué à manger. Je n'étais pas silencieuse parce que j'avais peur. Pour la première fois, elles avaient construit un piège entièrement pour elles-mêmes. Et tout ce que j'avais à faire était d'arrêter de le démanteler. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser. Quand j'ai vérifié mon téléphone, j'ai vu les photos des cartons de déménagement d'Émilie et le message disant que maman lui avait dit que tout était réglé. J'ai envoyé le pouce levé parce que toute autre réponse les aurait avertis. Émilie a répondu avec un cœur. Puis elle a écrit, « Je savais que tu comprendrais. » Cette phrase m'a presque fait rire. Elle n'avait pas demandé si elle pouvait emménager. Elle n'avait pas demandé si je vendais, louais, refinançais ou quittais Denver. Mon consentement avait simplement été remplacé par la confiance de maman. Plus tard, pendant que tout le monde buvait du café, Karen s'est approchée de moi. Elle m'a touché le bras et a dit, « Je suis contente que tu sois mature à propos de tout. » Je l'ai regardée. À propos de quoi? Son expression a vacillé. Oh, rien. Juste des affaires de famille. J'ai souri alors. Je suppose qu'il n'y a rien à discuter. Elle s'est visiblement détendue. Elle pensait qu'elle avait gagné. Je suis parti peu de temps après et j'ai conduit non pas vers mon appartement, mais vers une location à court terme près de mon nouveau studio. J'avais déjà déménagé. Mes vêtements, livres, échantillons et œuvres d'art étaient soit avec moi, soit en garde-meuble. À 22h14, Rachel m'a envoyé un texto pour confirmer que la direction avait mis à jour ses dossiers et rencontrerait Dana à 9h le lendemain matin pour la prise de possession. J'ai répondu, parfait. Puis Émilie m'a envoyé un message. Les déménageurs seront là vers 8h30. Maman a trouvé ton double de clés. J'espère que ça va. Je me suis redressé. Le double de clés. 3 ans plus tôt, j'en avais donné un à Karen pour les urgences quand je voyageais pour le travail. J'avais oublié qu'elle l'avait encore. Plus important encore, elle l'avait donné à Émilie sans me le dire.
La serrure n'avait pas encore été changée, bien que l'immeuble utilise un accès électronique que la direction pouvait désactiver. J'ai appelé Rachel immédiatement et j'ai tout expliqué. Elle a demandé si je pensais que quelqu'un pourrait essayer d'entrer avant le transfert de possession. Je ne savais pas, mais je n'étais pas prête à prendre de risques avec la propriété de Dana. Rachel a contacté le gérant de l'immeuble, Monsieur Patel, et a documenté la situation. Dana a également été informée. Je m'attendais à ce qu'elle soit en colère. Au lieu de cela, elle a dit « Merci de me l'avoir dit avant que cela ne devienne mon problème ». Cette phrase m'est restée. Ma famille avait passé des années à transformer des suppositions en mes problèmes. Dana a compris le principe opposé immédiatement. Respecter la propriété et ne pas rejeter les conséquences sur quelqu'un d'autre. La direction a désactivé mon ancien accès invité avant minuit. Monsieur Patel devait rencontrer Dana à 8h30 et un serrurier était déjà prévu pour remplacer le cylindre. Je n'ai demandé à personne de confronter Émilie ou de l'embarrasser. J'ai simplement protégé une propriété que j'avais vendue et j'ai averti sa propriétaire que quelqu'un avec une clé non autorisée pourrait arriver. La réalité s'occuperait du reste. Juste avant de dormir, maman a envoyé un dernier message, « Ta sœur est si excitée. Merci de faire enfin passer la famille en premier. » J'ai fait une capture d'écran et j'ai posé mon téléphone. Quelle partie de ma vie avait-elle déjà promise en supposant que je ne la forcerais jamais à demander? Le lendemain matin, je me suis réveillé à 8h17 avec 14 appels manqués. Le premier message vocal venait d'Émilie. La circulation et un moteur de camion grondaient derrière elle. Maggie, appelle-moi. Ton badge d'immeuble ne fonctionne pas. 4 minutes plus tard, un autre est arrivé. Pourquoi y a-t-il une femme dans ton appartement? Le troisième n'était à peine qu'un message. Elle criait, tu l'as vendu. À ce moment-là, j'enfilais mes chaussures. Rachel a envoyé un texto disant qu'il y avait un problème à l'immeuble et a demandé si je voulais qu'elle soit là. J'ai dit oui. Quand je suis arrivé vers 9h, le camion de déménagement était garé près de l'entrée et 2 déménageurs se tenaient à côté de cartons sur le trottoir, l'air profondément désintéressés par notre crise familiale. Émilie était à l'intérieur du hall. Karen se tenait à côté d'elle, serrant son sac à main. Papa avait apparemment été convoqué et faisait les 100 pas près des ascenseurs. Monsieur Patel se tenait entre eux et la batterie d'ascenseur. À l'étage, Dana avait attendu avec le serrurier quand Émilie est arrivée. C'est elle que ma sœur avait vue, la nouvelle propriétaire. Émilie était montée après qu'un résident ait laissé entrer les déménageurs dans le hall, avait inséré la clé de maman dans la porte de l'appartement et avait découvert que la serrure était en train d'être enlevée. Dana a calmement demandé qui elle était. Émilie a annoncé qu'elle emménageait. Dana a répondu « Non, ce n'est pas le cas. Je suis propriétaire de cet appartement. » Émilie a cru qu'elle plaisantait jusqu'à ce que Monsieur Patel arrive avec le dossier de propriété mis à jour et confirme le transfert. Selon lui, Émilie a crié « Ma sœur habite ici. » Dana a répondu « Plus maintenant. » Au moment où je suis entré, les cris avaient cessé, mais le choc n'était pas passé. Émilie m'a aperçu la première. « Tu as vendu mon appartement ?» a-t-elle exigé. Mon appartement? Son erreur était si révélatrice. Je n'avais presque pas besoin de répondre. Karen s'est précipitée vers moi. Maggie, qu'as-tu fait? J'ai vendu la propriété que je possédais. Karen a baissé la voix, remarquant enfin le personnel, les déménageurs et les résidents à proximité. Tu savais qu'Émilie emménageait. Non, je savais que tu lui avais dit qu'elle emménageait. Ce n'est pas la même chose. Émilie a dit qu'elle avait mis fin à son bail, payé les déménageurs et tout emballé. Où était-elle censée aller? J'ai posé la question que personne n'avait posée auparavant. Pourquoi as-tu mis fin à ton bail avant que j'accepte personnellement de te donner ma maison? Elle a jeté un coup d'œil à maman. Karen a immédiatement dit, parce que je lui ai dit que c'était réglé. J'ai hoché la tête. Exactement. Le silence qui a suivi était plus satisfaisant que n'importe quel discours. Émilie s'est tournée vers notre mère. Tu m'as dit que Maggie était d'accord. Les yeux de Karen se sont tournés vers moi. Je t'ai dit qu'elle serait d'accord. Non, tu as dit qu'elle avait accepté. Papa a arrêté de faire les 100 pas. Karen, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Pour la première fois, ma mère a semblé acculée.
Elle m'a accusé d'être vindicative et a dit que j'aurais dû les prévenir. Je lui ai rappelé que personne ne m'avait consulté. Puis elle a révélé à quel point elle croyait que ma propriété appartenait à la famille. Nous t'avons aidé à avoir cet endroit. Je m'y attendais. Vous m'avez prêté $15 000 il y a 7 ans. Je vous ai remboursé $15 840. J'ai le billet de remboursement signé. Papa et Émilie l'ont tous les deux regardé. Karen a semblé surprise que je me souvienne du chiffre exact. Bien sûr que je m'en souvenais. J'avais passé des années à entendre ce prêt utilisé comme un reçu moral pour mon âge adulte. Puis Dana est descendue de l'ascenseur en tenant une enveloppe de nouvelles clés. Rachel à côté d'elle. Tout est sécurisé maintenant, m'a-t-elle dit. Je me suis excusé pour le dérangement. Karen a interrompu. C'est un malentendu familial. Dana l'a regardé. C'est peut-être un malentendu familial, mais cela se passe sur une propriété que j'ai achetée. Personne n'a la permission d'entrer sauf moi. Il n'y avait rien de cruel dans sa voix, ce qui a rendu les mots plus percutants. Karen pouvait discuter avec moi du devoir, de la gratitude et du sacrifice. Elle ne pouvait pas discuter avec une étrangère détenant l'acte de propriété. Un déménageur s'est approché et a expliqué que leur tarif d'attente avait déjà commencé. Allait-il ailleurs? Émilie n'avait pas d'adresse. Le garde-meuble coûterait plus cher. Son visage s'est crispé de frustration. J'ai ressenti de la sympathie, mais je n'ai pas offert ma carte de crédit. C'était nouveau. Karen m'a regardé comme si elle attendait la Maggie habituelle, celle qui voyait un problème, se sentait coupable et payait pour mettre tout le monde à l'aise. Je suis restée silencieuse. Papa a proposé de prendre quelques cartons dans leur garage. Karen a sèchement répondu qu'il n'y avait pas assez de place. Émilie a demandé si elle pouvait tout mettre chez moi. J'ai dit non. Tu savais que je n'avais pas dit oui. Même si maman t'a dit que je le ferais finalement, tu ne l'as jamais entendu de ma bouche. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. C'était le premier moment où elle a commencé à affronter sa propre responsabilité. Karen a insisté. Elle m'a accusé d'humilier la famille. J'ai regardé autour de moi dans le hall. Je n'ai pas amené de camion de déménagement chez quelqu'un d'autre. Puis j'ai dit la phrase qui a mis fin à la dispute. Vous avez fait une promesse en utilisant quelque chose qui n'était pas à vous. Je n'ai pas rompu votre promesse. C'est vous qui l'avez fait. Papa a baissé les yeux. Émilie a commencé à pleurer doucement, submergée par un plan qui s'effondrait soudainement. Je n'ai pas apprécié de voir ça. Les vraies conséquences sont plus compliquées que les fantasmes de vengeance. J'aimais ma sœur. Simplement, je m'aimais assez pour ne plus effacer les conséquences pour elle. Auriez-vous payé les déménageurs juste pour maintenir la paix? J'ai finalement compris que maintenir la paix avait toujours signifié transférer sur moi le coût des décisions de tout le monde. Alors, je n'ai pas payé. Émilie a redirigé le camion vers un garde-meuble. Maman et papa l'ont ramené à la maison. Dana est retournée à son appartement, et je suis sorti en sachant que la dispute était loin d'être terminée. Le samedi après-midi, Karen avait déjà réécrit l'histoire. Selon plusieurs parents, j'avais secrètement vendu l'appartement familial après avoir promis à Émilie qu'elle pourrait y rester. Une tante a demandé si je laissais vraiment ma sœur sans abri pour un désaccord. Un cousin a dit que maman était dévastée par la froideur dont j'avais fait preuve. Papa a envoyé un message. Nous devons parler en famille. J'ai presque refusé. Puis j'ai reconnu le schéma. Maman agissait d'abord, racontait ensuite, et au moment où je me défendais, tout le monde avait déjà entendu sa version. Cette fois, je n'arriverai pas les mains vides. Le dimanche après-midi, nous nous sommes réunis chez mes parents. Maman, papa, Émilie, ma tante Linda, mon oncle Rob et ma grand-mère étaient là. Karen avait apparemment invité grand-mère parce qu'elle pensait que l'ancienneté renforcerait sa position. Avant d'entrer, je me suis fait une promesse. Je ne discuterai pas de sentiments tant que les faits ne seraient pas établis. Karen a commencé presque immédiatement. Elle a qualifié ce que j'avais fait de techniquement légal, mais moralement cruel. Elle a décrit l'appartement comme quelque chose que la famille m'avait aidé à obtenir et a dit qu'Émilie pensait enfin avoir un endroit sûr et abordable où vivre. Elle a affirmé que j'aurais pu retarder la vente. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai placé un dossier sur la table.
L'accord de vente a été signé avant Thanksgiving. Le financement était complet. Les documents de clôture ont été signés lundi. Je ne pouvais pas simplement donner l'appartement à Emily le vendredi. Karen a dit que j'aurais pu les prévenir. Quand? Avant ou après que vous l'ayez promis sans me le demander. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait prévu d'en discuter avec moi. J'ai ouvert la première page. Le message d'Emily d'avant Thanksgiving, maman dit que tout est réglé. Puis un autre, maman dit que je peux déménager vendredi. Puis le message sur maman trouvant mon double de clé. L'expression de papa a changé. Karen m'a accusé de collecter des messages privés comme preuve contre ma propre famille. Chaque fois que je me souviens de quelque chose différemment de vous, vous dites que je suis émotive, ai-je répondu. Alors, aujourd'hui, nous pouvons utiliser des dates. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai montré le billet de remboursement pour le prêt de 15 000 $, les virements et l'acte établissant la propriété unique. Puis, j'ai placé une dernière capture d'écran devant Emily. C'était un message qu'elle avait envoyé après avoir découvert la vente, j'avais déjà accepté de payer à maman 600 $ par mois. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? J'ai regardé Karen. Pourquoi Emily allait-elle vous payer? Papa s'est tourné vers elle si rapidement que sa chaise a raclé le sol. Karen a dit que c'était simplement une contribution aux futures dépenses familiales. J'ai demandé à nouveau. Pourquoi le loyer d'une propriété que je possède vous reviendrait-il? Emily l'a fixé. Tu m'as dit que c'était parce que tu avais encore de l'argent dans l'appartement. Karen est devenue défensive. J'ai aidé Maggie à l'acheter. Papa a pris la feuille de remboursement. Elle t'a remboursé. Ce n'est pas la question. Alors quelle est la question, a-t-il demandé. Karen n'avait pas de réponse qui n'exposerait pas la vérité. Elle croyait que m'aider une fois lui donnait droit à une autorité éternelle. Pour la première fois, Emily l'a vu aussi. Mais cela n'effaçait pas sa responsabilité. Maman t'a induite en erreur, lui ai-je dit. Mais tu savais que je n'avais jamais dit oui. Tu as fait tes cartons parce que tu as supposé que mon objection n'aurait pas d'importance. Emily a baissé les yeux. Je pensais que tu te plaindrais puis que tu accepterais. Le voilà. Pas de l'innocence. De l'attente. Pourquoi, ai-je demandé. Elle a hésité. Parce que tu le fais toujours. Cette phrase a fait mal parce qu'elle était vraie. J'avais passé des années à en vouloir à un rôle que je continuais de jouer. Karen a interrompu et a dit, cela prouvait que la famille pouvait toujours compter sur moi. Non, cela prouve que vous avez appris que la culpabilité fonctionnait. Puis j'ai expliqué la conséquence à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Pendant 3 ans, j'avais envoyé à mes parents 800 $ par mois pour aider avec les impôts fonciers, l'assurance et les heures de travail réduites de papa. J'avais aussi payé le forfait téléphonique d'Emily parce que nous étions restés sur un ancien compte familial. Je ne demandais pas le remboursement, mais avec effet immédiat, le virement automatique était annulé, et Emily avait 30 jours pour mettre sa ligne téléphonique à son nom. Karen m'a dévisagé. Tu nous punis financièrement? Non, je mets fin à un soutien volontaire après avoir appris que vous interprétez le soutien comme une propriété. Elle a dit, papa dépendait de cet argent. Papa a dit doucement, Karen, arrête. Tout le monde l'a regardé. Il a admis qu'il savait que maman voulait qu'Emily utilise l'appartement, mais il pensait qu'elle me demanderait d'abord. À Thanksgiving, quand il l'a entendu dire, elle s'en remettra. Il a réalisé qu'elle n'avait pas demandé. Il est resté silencieux parce qu'il voulait éviter une dispute. Je lui ai dit que l'évitement était toujours un choix. Il a hoché la tête sans se défendre. Karen a dit que je déchirais la famille pour un appartement. J'ai regardé le dossier. Si ce n'était qu'un appartement, vous auriez demandé. Grand-mère, qui avait à peine parlé, a finalement regardé Karen. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Le visage de maman a changé. Elle avait invité grand-mère, s'attendant à un jugement contre moi. Au lieu de cela, une seule phrase a dépouillé chaque déguisement qu'elle avait placé sur la situation. Emily a demandé si je l'aiderais avec les frais de garde-meubles. J'ai dit non. Elle a demandé si elle pouvait rester avec moi temporairement. Encore une fois, non. Ses yeux se sont remplis, mais elle ne m'a pas accusé cette fois. J'ai proposé de lui envoyer des annonces de location, mais je ne paierai pas les cautions, ne signerai pas les baux,
ni ne réglerait une urgence créée par la fin de son bail sans mon consentement. Avant de partir, j'ai dit à tout le monde, à partir de maintenant, si vous voulez quelque chose de moi, demandez-le-moi directement. Si quelqu'un d'autre répond en mon nom, la réponse est non. Puis je suis sorti pendant que Karen expliquait encore pourquoi tout avait été soi-disant mal compris. Pendant des années, elle avait contrôlé les conflits en contrôlant l'histoire. Cet après-midi-là, les documents ont parlé avant qu'elle ne puisse la réécrire. Les 6 semaines suivantes furent plus calmes, mais c'est à ce moment-là que les vraies conséquences se sont installées. Émilie est restée chez nos parents pendant 11 jours, ce qui a duré plus longtemps que ce à quoi chacun d'eux s'attendait. Leur maison avait une chambre d'amis que maman utilisait en partie pour la couture, tandis que les affaires d'Émilie occupaient la moitié du garage. La tension est arrivée presque immédiatement. Karen lui avait promis un appartement parce que les promesses sont faciles quand les ressources appartiennent à quelqu'un d'autre. Héberger une fille adulte sous son propre toit était différent. Soudain, il y avait des disputes sur les courses, le stationnement, la lessive, le rangement, les horaires et ce que temporaire signifiait réellement. Émilie a payé la compagnie de déménagement 2 fois, une fois pour la livraison échouée, et une autre fois quand elle a déplacé ses affaires du garde-meuble vers une chambre louée. Elle a également perdu une partie de son ancienne caution parce qu'elle avait mis fin au bail avec un préavis insuffisant. Elle avait assez d'économies pour se rétablir, mais pas assez pour prétendre que l'erreur était indolore. Plus important encore, je ne l'ai pas sauvée. Elle a trouvé une chambre dans une maison de ville avec 2 autres femmes et a déménagé peu avant Noël. C'était plus petit que mon ancien appartement, plus loin du travail, et entièrement à elle de négocier. La première fois qu'elle m'a envoyé un texto de là, elle a écrit « Signer mon propre bail aujourd'hui ». J'ai répondu « Bien ». Lis chaque page. Elle a envoyé un emoji qui rit. C'était notre premier échange normal depuis Thanksgiving. Mais normal ne signifiait pas réparé. Les conséquences de Karen étaient différentes. Les 800 $ que j'avais contribué mensuellement étaient tranquillement devenus une partie du budget de mes parents. Sans cela, ils ont reporté une rénovation de cuisine que maman avait prévue pour janvier. Elle a annulé un voyage de week-end. Papa a pris plus de travail de consultant. Rien de tout cela n'était catastrophique. Je n'essayais pas de les ruiner. Je voulais qu'un principe devienne inévitable. Ma générosité n'était pas une infrastructure. Il ne pouvait pas construire des attentes permanentes sur de l'argent que je n'avais jamais promis de façon permanente. Karen a répondu par de longs messages sur tout ce qu'elle avait sacrifié en m'élevant, cours de danse, voyages scolaires, appareils dentaires, visites d'université, anniversaires, comme si les actes ordinaires de la parentalité formaient une facture payable quand j'aurais 32 ans. J'ai répondu une fois, j'apprécie ce que vous avez fait pour moi. L'appréciation ne transfère pas la propriété de mes décisions d'adulte. Après cela, j'ai arrêté de répondre aux messages conçus uniquement pour provoquer la culpabilité. Papa a appelé en privé 2 semaines avant Noël. Il s'est excusé, pas le vague désolé que tout le monde se soit fâché. Il a dit qu'il aurait dû interrompre Karen à Thanksgiving et lui dire qu'elle dépassait les bornes. Il a admis qu'il comptait sur ma tendance à rester calme car cela facilitait les réunions de famille. Tu étais plus facile à décevoir, a-t-il dit. Alors j'ai laissé la personne la plus bruyante obtenir ce qu'elle voulait. Cela m'a durement touché parce que c'était vrai. J'ai accepté les excuses sans prétendre que la confiance revenait instantanément. Il a demandé si je reconsidérerais le virement mensuel. J'ai dit non. Il a dit qu'il comprenait. Karen n'a jamais demandé directement. Au lieu de cela, elle a dit à des parents que j'étais devenu obsédé par l'argent. Cette histoire a duré jusqu'à ce que tante Linda rappelle à tout le monde que j'avais soutenu financièrement mes parents pendant des années sans en faire la publicité. Un autre cousin a apparemment demandé pourquoi quelqu'un d'obsédé par l'argent avait tant dépensé pour aider tout le monde. Après cela, les parents ont pour la plupart cessé d'appeler. La discussion de groupe de la famille est devenue étrangement polie. Personne ne proposait montant. Personne n'annonçait que je concevrais une pièce, couvrirais une facture, organiserais une réunion ou résoudrais le problème de quelqu'un. Pour la première fois, les gens demandaient « Maggie, serais-tu disposée à ?» Parfois je disais oui, parfois non. Le monde ne s'est pas effondré. J'avais passé des années à craindre ce qui se passerait si je décevais les gens, pour découvrir qu'une grande partie de leur certitude existait parce que je ne les avais jamais fait s'exercer à entendre non. Émilie et moi nous sommes rencontrés dans un café début janvier.
Elle a admis que maman lui avait dit que je résisterais au début. Elle a dit de ne pas s'inquiéter parce que tu finis toujours par céder. J'ai demandé si cela la dérangeait. Émilie a fixé son café. Cela aurait dû. Puis elle a admis autre chose. Elle savait que l'arrangement de loyer de 6 cents était étrange. Elle savait que maman ne possédait pas l'appartement, mais l'accord lui était bénéfique, alors elle a choisi de ne pas poser de questions qui pourraient le gâcher. Cette confession importait plus que les larmes. Je lui ai dit que la trahison la plus profonde n'était pas de vouloir mon appartement. C'était de décider que mon ressentiment éventuel était un prix acceptable pour sa commodité. Elle a hoché la tête. Je me suis dit que tu n'en avais pas autant besoin que moi. Depuis quand le fait d'avoir besoin de la propriété de quelqu'un d'autre crée-t-il un droit sur celle-ci? Elle n'avait pas de réponse. Puis j'ai demandé, si je ne l'avais jamais vendue, jusqu'où serais-tu allé avant de me demander directement? Ses yeux se sont remplis. Probablement jusqu'à la porte. Douloureux, but honnête, elle s'est excusée sans me demander d'effacer les conséquences. Elle n'a pas demandé d'argent ni d'endroit où rester. Elle a simplement dit, j'avais tort. Je lui ai dit que je la croyais, mais que le pardon et l'accès étaient des choses différentes. Nous pouvions reconstruire notre relation, mais pas une où elle supposait que j'absorberais le coût de ses choix. Elle a accepté. Karen n'avait toujours pas atteint ce point. La confrontation finale a eu lieu au dîner d'anniversaire de mes parents. L'anniversaire de mes parents était en février. J'ai failli sauter le dîner, mais papa a demandé personnellement sans pression, et Émilie a dit qu'elle comprendrait dans les deux cas. Cette différence importait, alors j'y suis allé. Le restaurant avait une salle privée pour 10 personnes. Karen m'a salué poliment, mais avec raideur. Pendant la première heure, tout le monde a évité Thanksgiving. Nous avons parlé de travail, de voyage, de mon nouveau studio et de la maison de ville d'Émilie. J'ai presque cru que nous pourrions terminer la soirée sans autre confrontation. Puis ma tante a mentionné que mon nouvel appartement était plus proche du centre-ville. Karen a ri. Au moins, celui-ci ne disparaîtra probablement pas avant que nous sachions ce qui se passe. Le silence s'est fait dans la pièce. L'ancienne Maggie aurait souri et changé de sujet. J'ai posé mon verre. Mon ancien appartement n'a pas disparu. Je l'ai vendu. Karen a dit qu'elle plaisantait. Alors fait une blague qui ne réécrit pas ce qui s'est passé. Papa l'a regardé, mais je n'avais plus besoin de lui pour me défendre. L'expression de Karen s'est durcie. Elle a dit que j'avais puni tout le monde assez longtemps. J'ai demandé de quelle punition elle parlait. Émilie qui paie son propre logement, mes parents qui établissent un budget sans mon virement mensuel, les gens qui demandent avant d'engager mes ressources. Karen a dit que je l'avais fait paraître malhonnête devant la famille. Je leur ai montré ce que vous avez dit. Si la vérité vous a fait paraître malhonnête, je n'ai pas créé ce problème. Karen s'est tournée vers Émilie, attendant peut-être du soutien. Tu comprends sûrement ce que j'essayais de faire pour toi. Émilie a surpris tout le monde. Je comprends ce que tu essayais de faire. Cela ne veut pas dire que c'était à toi de le faire. Karen l'a dévisagé. Émilie a continué. Tu m'as dit que Maggie était d'accord alors que ce n'était pas le cas. J'ai fait des choix parce que je voulais te croire. Cette partie est de ma faute. Mais tu as menti. Il n'y a pas eu de cri après ça. Pas de table frappée. Karen a simplement regardé autour d'elle et a découvert que personne ne se précipitait pour sauver sa version des événements. Papa n'a pas dit à Émilie de s'excuser. Grand-mère ne m'a pas dit de pardonner. Tante Linda n'a pas changé de sujet. Pour quelqu'un qui avait passé des années à diriger l'orientation émotionnelle de la famille, perdre ce contrôle était une conséquence plus lourde que n'importe quelle insulte que je pouvais livrer. Karen a finalement demandé ce que je voulais d'elle. Des mois plus tôt, j'aurais peut-être préparé un discours. Au lieu de cela, ma réponse a été simple. Rien. C'est ça le but. Je ne veux pas de votre permission, de votre approbation ou de vos promesses en mon nom. Quand quelque chose m'appartient, ma propriété, mon argent, mon temps, mes décisions, vous demandez. Elle a dit, et si je ne le fais pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors vous n'y avez pas accès. C'était la dernière limite, pas la vengeance par la destruction, la vengeance par le retrait. La personne qui avait compté sur ma conformité ne pouvait plus en disposer.
La personne qui traitait ma générosité comme une ressource familiale devait vivre sans y avoir un accès automatique. La sœur qui supposait que je me rendrais a appris à élaborer des plans qui ne nécessitaient pas ma reddition. Et le père qui est resté silencieux pour maintenir la paix a appris que le silence protège généralement la personne qui franchit la limite. Karen ne m'a jamais présenté les excuses que je croyais autrefois avoir besoin. Finalement, elle a cessé de défendre le plan de l'appartement, ce qui fut le plus proche qu'elle en est venue pendant longtemps. Notre relation est devenue plus formelle. Nous parlions et assistions aux événements familiaux. J'aidais quand je le voulais vraiment, mais le oui automatique avait disparu. Émilie et moi avons reconstruit plus lentement. Quelques mois plus tard, elle a été promue et a emménagé dans un petit appartement d'une chambre. Avant de signer le bail, elle m'a envoyé une photo du contrat et a écrit « à moi ». Vraiment à moi. J'ai ri plus fort que prévu. Je lui ai rendu visite après son emménagement, mais je ne l'ai pas décoré gratuitement. Elle a demandé de l'aide pour choisir les couleurs de peinture et a proposé de payer mon tarif normal. Je lui ai fait le rabais de sœur, pas le droit de sœur. Il y a une différence. Quant à Dana, je l'ai rencontrée lors d'un événement de design ce printemps-là. Elle m'a dit qu'elle adorait l'appartement et qu'elle avait transformé la chambre ouest en studio de dessin. Pendant une seconde, j'ai imaginé les cartons de déménagement d'Émilie devant cette pièce et j'ai réalisé à quel point ma vieille vie était passée près de se répéter. Puis l'image est passée. J'avais utilisé le produit de la vente pour acheter un appartement plus petit près de mon studio et investir dans le partenariat. Mon nouvel endroit avait moins de pièces, mais plus de paix. La première nuit où j'y ai dormi, je me tenais dans le salon entouré de cartons non ouverts. Personne d'autre n'avait de double de clé. Personne ne s'était vu promettre une chambre. Personne n'attendait que je sacrifie quelque chose pour qu'il puisse me qualifier de généreuse. Je m'attendais à ce que le silence soit solitaire. Au lieu de cela, il semblait mériter. En y repensant, la partie la plus satisfaisante n'était pas de regarder Émilie découvrir Dana à la porte. Ce n'était pas les frais de déménagement, la rénovation annulée, la réunion de famille ou le fait de voir maman confrontée à ses propres messages. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin que quiconque soit d'accord que ma limite était raisonnable avant de l'appliquer. Les personnes qui bénéficient de votre manque de limite qualifient souvent votre première limite de cruelle. Les personnes à l'aise pour dépenser votre temps, votre argent, votre énergie ou votre propriété peuvent vous qualifier d'égoïste lorsque le compte se ferme enfin. Mais l'égoïsme, c'est prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre sans son consentement. Dire non n'est pas de la cruauté. Parfois, la vengeance la plus forte consiste simplement à laisser les gens faire l'expérience du poids total des décisions qu'ils ont prises parce qu'ils étaient certains que vous les sauveriez. Ma mère a promis mon appartement à ma sœur parce qu'elle croyait en une chose plus fortement qu'aux documents de propriété, au contrat signé ou au consentement. Elle croyait que je m'en remettrais. Elle avait tort. Je ne m'en suis pas remise. Je suis sorti du rôle qui rendait cela possible. Alors dites-moi ceci. Si quelqu'un ne vous qualifie d'égoïste qu'après avoir perdu l'accès à ce que vous fournissez, protégez-il la relation ou protégez-il les avantages qu'il recevait de vous? Et si vous étiez dans ce hall avec les cartons de votre sœur à l'extérieur et la nouvelle propriétaire tenant les clés, sauveriez-vous tout le monde une fois de plus ou laisseriez-vous enfin les conséquences là où elles doivent être? Merci d'avoir écouté jusqu'à la dernière ligne. Cette vidéo est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de narration. Nous espérons qu'elle vous rappelle que votre énergie émotionnelle n'est pas illimitée et qu'elle ne devrait pas être dépensée sans fin à essayer de réparer des personnes qui refusent de céder elles-mêmes. Une certaine paix commence lorsque vous cessez de devenir la solution aux problèmes que vous n'avez pas créés.